Alors, cette dernière conférence s'intitule « Climat tous biaisé ». Et nous, on tient au point d'interrogation. L'idée de cette conférence, c'est d'essayer d'avoir les clés, des clés de compréhension cette fin de journée. On a beaucoup parlé d'éco-anxiété aujourd'hui. Des clés de compréhension pour savoir pourquoi notre cerveau fonctionne comme il fonctionne et pourquoi est-ce qu'on ne prend pas toujours le taureau par les cornes alors qu'on sait qu'on le devrait. Avant de donner la parole à Albert Moukébert, qui est neuroscientifique et psychologue clinicien, je voudrais remercier Raphaël Itier, je crois, dans la salle, qui est réalisateur du documentaire dont vous allez voir quelques extraits ce soir, des extraits qui seront commentés par Albert Moukébert, et remercier aussi la productrice Agnès Trintius d'un film à la patte production. Voilà, on vous laisse en compagnie d'Albert et on va commencer tout de suite par un petit extrait vidéo. À plus tard. Nous connaissons tous le message des climatologues. Sans réduction de nos émissions de CO2, c'est une planète invivable qui nous attend. Les incendies géants, les canicules et les inondations récentes ont commencé à éveiller les consciences. Pourtant, face au dérèglement climatique, dans nos modes de vie, presque rien ne change. Car une part intime de nous-mêmes ne prend pas la mesure de la situation et nous empêche d'agir. Notre propre cerveau refuse de voir la réalité en face. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir en cette fin de soirée. Je sais qu'il est tard. Aujourd'hui, on va parler un peu de notre cerveau face au réchauffement climatique. Je suis neuroscientifique et psychologue clinicien et j'appartiens à une association qui s'appelle le ACT Lab, l'approche comportementale pour la transition écologique, où on s'intéresse à ce qu'on appelle le facteur humain. En gros, face au réchauffement climatique, on peut apporter des réponses techniques, technologiques, politiques, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des humains derrière. Et donc nous, on s'intéresse à plusieurs choses dans le fonctionnement de notre cerveau face à notre inaction, alors qu'on déclare énormément que c'est quelque chose qui est hyper important, qu'il faut qu'on prenne en charge. Et donc on va utiliser un documentaire qui sort bientôt comme base pour qu'on puisse lancer quelques notions, pour qu'on puisse discuter de quelques facteurs de notre cerveau, mais aussi du fonctionnement de notre société, parce qu'il faut que ces climats tous biaisés. Donc on va parler un peu de ce qu'on appelle les biais cognitifs. Peut-être que ce serait intéressant de commencer par définir c'est quoi, au cas où on ne sait pas. En gros, notre cerveau est un organe qui est en train souvent de faire deux opérations. Essayer de prédire qu'est-ce qui va se passer et s'adapter pour pouvoir réagir à nos prédictions. Mais pour pouvoir prédire, on a besoin de faire plein d'opérations et nos ressources cognitives, nos ressources attentionnelles, nos ressources perceptives sont assez limitées. Donc on a besoin de faire des approximations. Ces approximations, on appelle ça des heuristiques. En gros, des heuristiques, c'est des solutions approximatives qui marchent relativement bien. Par exemple, pour marcher maintenant, je suis en train d'utiliser des heuristiques. Mon cerveau n'est pas en train de faire des calculs précis de la force dont j'ai besoin de hausser ma jambe, combien de centimètres il faut que je l'avance, la force avec laquelle je la pose. On fait ça de manière approximative et ça marche relativement bien. Et le coût que ça coûte, ces approximations, c'est que des fois, je peux trébucher. Des fois, je peux me prendre le coin de la table. C'est la même chose pour notre cognition. Dans nos pensées, on ne réfléchit pas de manière hyper précise. On réfléchit un peu de manière approximative, et ces approximations marchent relativement bien. C'est ça qui me permet de vous parler maintenant. Je ne suis pas en train de réfléchir et de dire quel mot, non, puis quel mot, puis quel mot. Je fais ça un peu à la louche, et j'espère que ça se comprend. Parfois, ces heuristiques qui dit des raccourcis et des approximations, dit que parfois on se trompe. De la même manière que je peux me cogner le bout du pied ou l'orteil sur la table chez moi, un espace que j'ai déjà navigué plein de fois, dans mon raisonnement, des fois mes heuristiques ne fonctionnent pas super bien. Et quand ces heuristiques ne fonctionnent pas super bien, on appelle ça des biais cognitifs. Donc c'est des sortes de déviations où nos prédictions nous désavantagent. Nos biais sont tout le temps contextuels. On n'a pas des biais qui sont inhérents à nous. On présente souvent les biais cognitifs comme quelque chose de négatif, mais on va voir aujourd'hui que parfois c'est négatif, mais parfois c'est aussi très positif d'être biaisé. Tout dépend du contexte.
pour vous expliquer un peu comment, et après on va lancer un extrait pour commencer à voir comment est-ce que tout ça s'applique au réchauffement climatique. Par exemple, si on prend l'optimisme, l'optimisme, c'est un trait qui est relativement désirable. Donc l'optimisme, c'est quoi d'un point de vue technique? C'est une prédiction. Donc je vous ai dit, notre cerveau est en train de prédire et de faire des approximations en permanence. Et l'optimisme, c'est une prédiction positive du futur. On imagine que quelque chose de bien va se produire. Moi, je suis clinicien et par exemple, dans les troubles mentaux, souvent, c'est des prédictions négatives du futur. Si je suis stressé, j'imagine tout le temps que ça va mal se passer. Si je suis optimiste, j'imagine que ça va bien se passer. Et c'est un trait qui est désirable. Mais si vous prenez un optimiste, par exemple, au casino, son optimisme devient ce qu'on appelle un biais d'optimisme. Je joue, je perds, mais je suis optimiste. Et le contexte fait que je vais prédire et me dire je vais gagner au coup d'après. Et quand je me dis je vais gagner au coup d'après, évidemment, le casino est monté d'une certaine manière où je ne peux pas gagner, ou en tout cas à long terme je vais perdre, je vais reperdre et je vais me dire bah, je suis optimiste, je vais me refaire, je vais me refaire. Et donc dans un contexte, mon optimisme est quelque chose qui est très bien, et dans un autre contexte, mon optimisme devient une sorte de biais d'optimisme. Et donc pour le réchauffement climatique, c'est un contexte particulier qui va appeler certains autres biais qui peuvent jouer en notre défaveur et qui font qu'on a un trou énorme entre les intentions qu'on déclare et les actions qu'on met en place. On a en psychologie, en sciences cognitives, un concept qui s'appelle en anglais le intention action gap, le trou intention-action. Et le trou intention-action, c'est le trou qu'il y a. Des fois, en science, on aime bien nommer les choses simplement. Donc, il y a un trou entre quand j'ai une intention et quand je passe à l'action. On a appelé ça le trou intention-action. C'est quand je déclare quelque chose et le temps que ça prend pour que je mette ça en action. Une forme de trou intention-action que vous connaissez tous, c'est la procrastination. Et avec le climat, on a un grand canyon d'intention-action. On déclare depuis des décennies presque que c'est un défi hyper important. On est en période électorale, ou en tout cas incessamment sous peu, et on entend le climat, c'est le défi numéro 1. On est à la COP 75 000, et on déclare à chaque fois que c'est là que ça s'arrête, et les actions derrière ne sont pas du tout à la hauteur de nos intentions. Et donc on va essayer aujourd'hui, ce soir, de voir quels sont les différents biais qui pourraient expliquer ce gros gap intention-action. Mais avant ça, on va voir un extrait sur un nouveau trouble. Peut-être que probablement vous en avez parlé aujourd'hui. Un nouveau trouble qui semble émerger en clinique. Il s'appelle la solastalgie, l'éco-anxiété. Et je pense que ce serait pas mal qu'on commence par ça, pour poser un peu le problème, parce qu'on va voir que même un problème qui cause quasiment des maladies psychiatriques, même ça, c'est pas assez pour réduire notre trou intention-action, et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc, on va regarder un extrait sur la solastalgie, ou ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Qui a déjà entendu parler de réchauffement climatique? Tout le monde en a entendu parler. Donc l'atelier Tous ensemble ce matin consiste à utiliser des cartes qu'on va placer les unes par rapport aux autres et qui vont permettre de comprendre les mécanismes du réchauffement climatique global. On a dit que le CO2 avait une influence sur l'effet de serre et que l'effet de serre avait pour conséquence d'augmenter la température. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce fonctionnement de l'effet de serre? S'il y a trop d'effet de serre, la chaleur elle reste dans l'enveloppe de la Terre, du coup elle atterrit sur nos bâtiments et sur nous, et c'est pour ça qu'il fait si chaud l'été et tout ça. Et tout ça, ça a un certain nombre de conséquences à la fois sur la biodiversité, à la fois sur les événements climatiques qui vont être beaucoup plus intenses que ce qu'on a l'habitude de voir et qui vont pousser finalement des populations, en particulier les plus défavorisées dans le monde, à devoir migrer. Elles vont devoir partir de l'endroit où elles vivent parce que la zone dans laquelle elles se trouvent ne sera plus vivable. Est-ce que ça vous inquiète? Oui. Oui. Alors, je propose de lire la dernière carte. Je m'achète des choses. Où est-ce qu'on place cette carte? Avec les premières là. Exactement. J'allume la clim ou le chauffage, je prends la voiture ou l'avion. Super. Donc en fait, là, vous avez compris, ce sont les cartes qui caractérisent les activités humaines. Ces activités humaines, ça a un impact sur la concentration de CO2 qui accroît l'effet de serre naturel. Et tout ça, ce qu'il faut bien comprendre, qui est très très important, c'est que ça se passe un peu partout sur la planète parce que nous avons tous ce type d'action-là. Et l'objectif, c'est de pouvoir maîtriser au maximum nos actes pour éviter d'avoir une élévation de la température à l'échelle de la planète qui soit trop importante et que ça reste vivable pour nous. Donc là, on a vu un atelier qui se fait, je pense, à Arvieux, dans une école.
où il y a un jeune enseignant-chercheur qui explique aux enfants les défis du réchauffement climatique. Et vous voyez les enfants dire que ça les inquiète beaucoup, et peut-être qu'ils vont rentrer chez eux et que ça va bien se passer. Mais en clinique, on est en train de voir de plus en plus de cas de jeunes un peu plus âgés, peut-être vers 12, 13 ans, jusqu'à un âge assez avancé, qui développent de vrais troubles anxieux qu'on va devoir probablement caractériser et développer en diagnostic, qu'on appelle l'éco-anxiété ou la solastalgie. Et l'éco-anxiété, c'est une sorte d'anxiété du futur, de comment est-ce qu'on va survivre si les prédictions des scientifiques, on n'a aucune raison de croire que ces prédictions ne sont pas réelles, se réalisent. Et quand on fait de la thérapie, en gros, une thérapie, il y a deux piliers majeurs d'une thérapie. Soit une personne vient consulter parce qu'elle est dans un environnement qui n'est pas bon, il faut qu'on l'aide à sortir de cet environnement, soit une personne vient consulter parce que son appréciation d'une situation, son traitement de l'information, pour parler en mots techniques, est biaisé. Et il faut qu'on corrige comment une personne perçoit sa réalité. En gros, soit par exemple je suis dans une relation toxique, et ce serait complètement absurde de travailler avec une personne qui vient consulter dans une situation toxique, acceptée, il faut travailler avec elle comment partir. Soit une personne a par exemple une très mauvaise estime d'elle-même, pense qu'elle est nulle, pense que tout le monde la juge négativement. Par exemple, moi j'ai fait ma thèse sur quelque chose qui s'appelle la phobie sociale, c'est la peur d'être jugé en public, et une personne phobique sociale imagine tout le temps que tout le monde pense qu'elle est nulle. Et dans ce cas-là, la thérapie ne serait pas de lui dire « bah oui, tu es nul, accepte-le », serait de lui expliquer que peut-être que ce n'est pas vrai, et peut-être de comment elle traite l'information. C'est fallacieux, et on va travailler ensemble. C'est quelque chose qu'on appelle la métacognition, les pensées que j'ai sur mes pensées, pour corriger et qu'elle redéveloppe sa confiance en elle. Et la question devient, quelqu'un qui a une éco-anxiété, on fait quoi avec? Est-ce qu'on considère que ces personnes sont dans la première case et qui sont dans une situation qui n'est pas bonne et que leur cerveau est en train de bien traiter les informations, que cette anxiété est légitime, comme quelqu'un qui est dans une relation maltraitante ou dans une situation toxique ou dans un boulot qui leur cause des soucis de santé, par exemple, etc. Ou est-ce qu'on considère que quelqu'un qui a une éco-anxiété est dans cette deuxième case, que c'est quelqu'un qui est, par exemple, en train d'exagérer, que c'est pas si grave, qu'il faudrait travailler le traitement de l'information? On n'est pas très nombreux, mais j'aimerais bien avoir votre opinion dessus par un lever de main. Qui est-ce qui pense que... Parce que c'est vraiment une pathologie nouvelle, et selon quasiment l'idéologie du thérapeute, on va faire la première ou la deuxième. J'aimerais bien savoir, en sondage comme ça, levé de main, qui pense qu'on devrait faire la première idée, donc essayer de changer la situation de la personne, et qui pense la deuxième. Donc qui pense qu'on devrait changer le traitement de l'information? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ça, c'est plus simple. Une personne, deux personnes, qui pensent qu'on devrait essayer de changer la situation? Une, deux, trois, quatre, un peu plus, et beaucoup d'indécis, mais c'est normal, il est tard. Je ne m'attendais pas à ce que tout le monde participe, donc déjà merci pour ceux qui ont participé. Et on ne sait pas encore, je n'ai pas de réponse, on ne sait pas encore comment vraiment faire. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une anxiété qui a une phobie sociale. Une phobie sociale, on sait que c'est le traitement de l'information. On sait que la personne, je vous vois en train de me regarder, et je me dis que vous pensez que ce que je dis est inintéressant, alors que j'en sais rien. On sait que ce n'est pas vrai. Je ne sais pas si vous trouvez que c'est intéressant, mais je dois accepter l'incertitude. Alors que dans le cas de l'éco-anxiété, on sait que la peur est au moins en partie légitime. On sait que c'est vrai qu'on est face à un danger qui, selon plusieurs chercheurs, est un des plus grands dangers qui ont fait face à notre espèce. Et on ne sait pas vraiment comment faire. Parce que, évidemment, ça ne sert à rien que la personne ait une boule au ventre toute la journée, refuse de s'alimenter parfois correctement quand ils sont à un âge assez jeune, refuse de vivre en société, ne veut plus parler avec les parents. Ça peut avoir vraiment des conséquences très graves. Et on ne peut pas leur dire non, c'est pas vrai. Et on est un peu désarmé encore. Il y a de plus en plus maintenant de recherche qui se fait sur des projets thérapeutiques de comment traiter la solastalgie, mais on n'est pas encore au point parce que c'est un nouveau défi d'un point de vue clinique. Mais disons qu'on va pencher plutôt vers la première étape de comment changer la situation. Déjà, pour leur donner des armes, il faut pouvoir changer la situation. Et comme on va le voir, ce n'est pas toujours facile. Et donc, on va essayer d'explorer pourquoi est-ce que c'est si compliqué, en tout cas d'un point de vue individuel,
de pouvoir s'approprier et changer une situation. Pourquoi ce n'est pas vraiment comparable, cette manière de faire une thérapie, comme de dire à quelqu'un, il faut que tu quittes ton boulot, il faut que tu travailles moins, il faut que tu quittes ta relation, ou c'est pas normal que tu sois traité de cette manière. Donc on va commencer par voir un effet qui peut nous donner une première piste de pourquoi parfois c'est compliqué de changer une situation qui est beaucoup plus grande que nous. Nos décisions face au problème du climat sont influencées par les réactions des autres et les attentes qu'on a vis-à-vis des autres autour de nous. Peggy Shekroun, professeure à l'Université Paris-Nanterre, étudie la manière dont nos décisions, nos comportements sont influencés par les autres. Elle prolonge des recherches menées à la suite d'un fait divers tragique qui avait fait la une des journaux dans les années 60. Deux chercheurs en psychologie, Latané et Darley, s'étaient emparés de l'affaire Kitty Genovese. You probably are familiar with it, but a young lady got stabbed to death by a random killer, and her neighbors watched while this went on. It went on for about 40 minutes, and nobody helped, and the police were not called until much, much later, and so finally she died. À l'époque, les journaux ont rapporté que des dizaines de personnes avaient assisté à l'agression, mais aucune n'était intervenue ni n'avait appelé la police. Alors, ce qu'ils vont chercher à comprendre, c'est quels mécanismes psychologiques vont expliquer que les gens, dans cette situation où normalement on est tenté de penser que tout le monde va réagir, eh bien eux, non, ils décident de ne pas réagir et de ne pas intervenir. Donc ils décident de mettre en place une expérience qui va reprendre de manière très réduite et très contrôlée finalement la situation du fait divers. Évidemment, pas question de perpétrer un crime. Les scientifiques ont imaginé un scénario où les personnes testées sont mises en situation de porter assistance à une autre. Le participant est installé dans un box individuel. Dans ce box, il s'équipe avec un casque comme celui-là et on lui explique qu'il est en communication avec un autre participant qui est dans un autre box à côté, qui est en fait un acteur, un compère de l'expérience, qui va au bout d'un moment simuler un malaise que le participant va entendre dans son écouteur. Résultat, dans 80% des cas, se croyant seul témoin de la scène, le sujet testé sort de la cabine pour appeler à l'aide. Les chercheurs ont ensuite augmenté le nombre de participants à l'expérience, ce qui a profondément changé les réactions observées. Quand les participants sont 3 à assister au malaise, ils vont intervenir moins fréquemment que les participants qui sont seuls et également intervenir pour ceux qui interviennent moins vite que les participants qui sont seuls. Plus les gens susceptibles d'intervenir sont nombreux, plus on se sent autorisé à ne rien faire. Car les autres peuvent agir à notre place. Le phénomène a été baptisé « diffusion de la responsabilité » ou « effet spectateur ». Peggy Shekroun a montré qu'il s'applique aussi aux enjeux environnementaux. On a transposé l'expérience de Latané et Darley dans un espace vert où on a demandé à quelqu'un de jeter un détritus, donc une bouteille d'eau ou un papier, en contrôlant le nombre de personnes qui assistaient à la scène. L'expérience a donné lieu au même résultat que pour le faux malaise. Plus les témoins autour de la scène sont nombreux, et plus l'auteur du geste a de chances de s'en sortir sans remontrance, et plus la bouteille a de chances de rester là où elle a été jetée. Quand on est dans une situation où les indices ne sont pas très clairs, où on n'est pas vraiment sûr que ce soit de notre ressort d'intervenir, la première chose qu'on va faire, c'est regarder les réactions des autres. Chacun interprétant la situation de la même manière en regardant les autres, personne ne fait rien. C'est ce qui explique le délai plus long d'intervention quand les gens sont plus nombreux, par exemple. Plombé par l'effet spectateur, notre cerveau peine à prendre l'initiative de comportements plus vertueux pour l'environnement. L'inertie des autres vient inhiber notre propre envie de changer.
Donc un des premiers facteurs qui semble jouer un rôle pour qu'on ne bouge pas s'appelle la diffusion de la responsabilité. La diffusion de la responsabilité, pour résumer un peu ce qu'on a vu, c'est qu'une personne seule a plus de chances d'agir que s'il y a un groupe. Quand je suis seul, si je n'agis pas, j'ai une image négative qui m'est renvoyée. Mais quand il y a plusieurs personnes, si je n'agis pas, je me dis pourquoi est-ce que moi je vais y aller et pas les autres? Je diffuse la responsabilité. Et le problème de la diffusion de la responsabilité, c'est que dans ces expériences, ça a été juste étudié au niveau individuel, mais qu'on retrouve aussi des diffusions de responsabilité au niveau des groupes. Ça peut être des groupes sociaux, mais ça peut être aussi des États, des gouvernements, des boîtes. Et je pense que je n'apprends rien à personne en disant que la plus grosse partie des émetteurs de gaz à effet de serre, ce n'est pas des individus. Ce n'est pas vous et moi. C'est des entreprises, des industries, des gouvernements, etc. Mais, vu qu'on est dans un système qui pousse à une sorte de compétition permanente, chaque industrie va se dire, ou chaque gouvernement va se dire, si moi j'arrête, les autres ils vont me dépasser. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois y aller et pas vous? Pourquoi est-ce que moi, le gouvernement français, j'ai commencé à réduire mes consommations pendant que, je ne sais pas, le gouvernement chinois continue à aller franco, et moi, je vais perdre en compétitivité, comment je gère? Donc il y a deux côtés de ce... Et c'est pour ça que je me suis dit que cet extrait serait pas mal, parce qu'il y a deux côtés de la diffusion de la responsabilité. Il y a la diffusion de la responsabilité où je fais rien, parce que je me dis pourquoi ce n'est pas les autres qui y vont, mais il y a un côté aussi de ce qu'on appelle la responsabilité partagée, où je me dis, moi, je ne fais pas grand-chose. La dernière fois, je faisais une conférence dans une boîte, je ne vais pas donner le nom, mais dans une boîte qui est dans la construction. Ils construisent plein de trucs, des autoroutes, des aéroports, etc. Et je disais que si on continue à faire des pubs, je ne sais pas, par exemple, qu'on peut payer un billet Paris-New York pour 75 € pour Noël, etc., on ne peut pas mettre la faute à la personne qui l'achète. Parce que si l'offre est là, évidemment que la personne va en profiter. Et que peut-être il faudrait qu'on change le contexte informationnel, parce qu'encore une fois, nos billets dépendent du contexte. Et dans l'audience, il y avait une personne qui apparemment était responsable dans cette boîte de la construction des aéroports. Elle levait la main, j'ai dit oui, qu'est-ce que vous voulez? Elle m'a dit, oui, vous dites que c'est les avions, mais en fait, quand on calcule, les avions, c'est juste 3% des gaz à effet de serre, et il y a plein d'autres industries avant d'arriver à la nôtre. Et ça, c'est l'exemple parfait de la diffusion de la responsabilité et de la responsabilité partagée. Chacun peut se raconter un peu une histoire pour se dire, en fait, ce n'est pas moi le problème. Donc moi, et ça s'applique vraiment à toutes les strates, au niveau de l'individu, au niveau du groupe, au niveau du gouvernement, au niveau de la société. Je vais me dire, ce n'est pas moi qui me prends mon entrecôte à déjeuner, qui est en train de causer les icebergs de fondre. Ce serait complètement dément de penser ça. Ce n'est pas moi qui vais aller en vacances visiter la forêt amazonienne, je suis en train de causer la déforestation de la forêt amazonienne. C'est plein de trucs que les autres commencent et moi je suis. Et ça, c'est vraiment un facteur qui est très important parce que un chercheur qui s'appelle Eliezer Yudkowsky a identifié 3 critères systémiques qui peuvent causer des catastrophes civilisationnelles. On vit dans une civilisation qui semble avoir oublié que les civilisations peuvent s'effondrer. On a oublié que plein de civilisations sont venues avant nous et se sont effondrées. Dans notre tête, c'est quasiment impossible. Et du coup, Yudkowsky, il pense justement à ça. Quels sont les critères qui peuvent causer ça? Et le réchauffement climatique, malheureusement, donc il a identifié 3 situations catastrophiques qui peuvent causer ça. Et le réchauffement climatique reprend les 3. Genre déjà, une seule, c'est assez. Et nous, on a pris plein pot les 3. Je vais vous dire c'est quoi ces 3 parce que une de ces 3 est très liée à la diffusion de la responsabilité avant qu'on voit le prochain extrait. La première, c'est quand les personnes qui décident n'ont pas ce qu'on appelle en anglais du skin in the game, n'ont rien à perdre dans l'impact de leurs décisions. Je vous donne un exemple un peu cynique, mais ce n'est pas grave. Imaginez que moi, je suis le ministre de la Santé. Si je suis le ministre de la Santé, franchement, je sais que je peux trouver des places à l'hôpital pour mes proches. Genre, clairement, je suis le ministre de la Santé, on est des animaux sociaux. Si un membre de ma famille est malade, je vais lui trouver une place. Du coup, si moi je ferme des lits, ça ne m'impacte pas personnellement plus que ça. S'il y a un bénéfice secondaire à fermer des lits, je vais le faire. Pour le réchauffement climatique, c'est un peu la même chose. Si moi je suis un décideur, donc on est dans une société un peu pyramidale, je suis un décideur et les conséquences de ma décision
ne me fait pas payer quelque chose, voire me désavantage, je ne vais pas le prendre. Et la majorité des plus gros pollueurs ont des biais qui font qu'ils n'ont aucun avantage à se tirer des balles dans leurs propres pieds. Le deuxième facteur catastrophique que Yudkowsky a identifié s'appelle les informations asymétriques. Si dans un système d'humains, il y a certaines personnes qui ont les bonnes informations, mais elles ne peuvent pas les transmettre de manière efficace aux autres membres du système. Par exemple, ça, c'était un facteur qui a été identifié pendant les attaques du 11 septembre. Les différentes agences d'intelligence du monde avaient les informations, mais ne les circulaient pas assez bien pour prendre conscience. Et on voit avec le réchauffement climatique qu'on a des papiers scientifiques qui alertent aux dégâts potentiels au climat à partir des années 20. La littérature a vraiment foisonné à partir des années 40-50, mais jusqu'à maintenant, on peut dire qu'on ne prend pas vraiment en charge le truc. Donc, des informations asymétriques. Certaines personnes ont les réponses, mais n'arrivent pas à les transmettre pour agir dessus. Et le troisième facteur qui est lié à ce qu'on vient de voir, c'est un facteur un peu compliqué, mais je vais essayer de l'expliquer de la manière la plus facile à comprendre que je peux imaginer, c'est qu'on sait quoi faire, tout le monde est d'accord pour le faire, mais qu'on a besoin d'une sorte de chef d'orchestre qui, comme par magie, pourrait orchestrer le truc. On est tous d'accord sur quoi faire. Si je prends chaque individu de la société et je lui dis « Est-ce que c'est normal comment la société fonctionne ?» Tout le monde me dit non. Si je prends chaque individu et je leur demande « Est-ce que vous ne voudrez pas qu'on change ?» Tout le monde me dit oui. Mais quand on veut le faire, intention-action gap, le trou intention-action, ça ne marche pas. On a un problème de coordination. La meilleure métaphore que je pourrais utiliser pour ce troisième facteur, c'est produite il y a quelques mois. Je ne sais pas pour ceux qui ont suivi. WhatsApp, vous connaissez tous WhatsApp, j'imagine, a dit on va partager vos données avec notre maison mère, avec Facebook. Et tout le monde a dit ah non, plus WhatsApp. On va télécharger autre chose. Et il y a plein d'autres applications, comme par exemple Signal. Tout le monde a dit on va télécharger Signal, on va utiliser Signal. Et Signal a une sorte de pic d'installation de dingue. Et au bout d'une semaine, tout le monde est à nouveau sur WhatsApp. Le coût de changement de l'application, qu'est-ce qui se passait? Il y avait une sorte de responsabilité partagée, de diffusion, de problèmes de synchronisation, où moi j'installe Signal et j'ai mon groupe de famille. Et sur mon groupe de famille, il y a ma tante. Et ma tante est encore sur WhatsApp. Du coup, ma mère me dit, on ne peut pas faire un groupe sans ta tante. Donc garde WhatsApp juste pour qu'on utilise ce groupe. Et il n'y avait pas ce problème de coordination, parce que ma tante sait installer des applications. Il y avait ce problème de comment est-ce qu'on orchestre pour se dire demain, 9h du matin, tous on désinstalle WhatsApp, tous on installe Signal. Si on arrive à faire ça, c'est directement fait. Si tous les pays, toutes les organisations décident que demain on va changer comment on fonctionne et qu'il n'y a pas tous ces mécanismes groupaux qui sont en jeu sur les projections de pourquoi est-ce que moi je commence, pourquoi est-ce que je ne diffuse pas, etc., on a des solutions qui sont prêtes. Ce n'est pas vrai qu'on n'a pas de solution. On a un problème d'implémentation de la solution. Et ces facteurs groupaux viennent enrayer l'application de quelque chose qu'on pourrait tous appliquer. Donc dans ce premier extrait, on a vu un peu quelques phénomènes dans ce qu'on appelle la cognition sociale. Comment la présence d'autres, comment l'action des autres vient influencer mes actions à moi. Dans ce deuxième extrait, on va redescendre un peu à un niveau un peu plus individuel et voir un autre facteur qui peut venir un peu nous empêcher d'agir sur quelque chose où, encore une fois, nos déclarations sont hyper fortes, que c'est très important, et nos actions ne sont pas du tout proportionnelles à ces actions-là. Mais que se passe-t-il vraiment dans notre cerveau pour que nous soyons si peu enclins à changer d'avis? Pour mieux comprendre cette mauvaise volonté inconsciente, Andreas, à l'Université de Londres, a entrepris de prendre nos neurones en flagrant délit de biais de confirmation. Pour cela, Andreas a réalisé une expérience sur des couples de volontaires. Vous allez voir des photos de maisons. À vous d'évaluer si dans la réalité, elles valent plus ou moins que le prix affiché. Pour chaque estimation, vous devez miser une somme d'argent. Le maximum si vous êtes sûr de vous. Si vous ne l'êtes pas, vous réduisez la mise. La somme misée permet de mesurer la conviction du sujet, la confiance qu'il accorde à son choix. Ça vaut plus, c'est sûr. Je mise tout. Là, moins. Mais j'en suis pas certain. Je vais réduire la somme. La suite de l'expérience se déroule dans la salle d'imagerie cérébrale équipée de 2 scanners. Madame, monsieur, vous allez revoir vos estimations.
mais cette fois en même temps que celle de votre partenaire. Et vous pourrez modifier votre mise si vous le souhaitez. Résultat, quand les estimations concordent, les participants prennent confiance et en général augmentent leur mise. En revanche, quand les avis divergent, chacun ignore le choix de l'autre et maintient sa mise. Le biais de confirmation fonctionne à plein régime. Ici, nous voyons le biais de confirmation en action. Nous voyons ce qu'il se passe dans le cerveau après que la personne test a appris que son partenaire a un avis similaire. Le cerveau traite précisément les informations que le partenaire propose. Cette zone du cortex est connue pour intervenir dans la prise de décision complexe. De ce côté, c'est une toute autre image. On voit ce qu'il se passe avec le cerveau quand le partenaire me contredit, qu'il a un avis différent du mien. Et ce que l'on remarque, c'est qu'on ne voit presque rien. Dans le cerveau, il ne se passe pas grand-chose. Il ne traite pas les informations que le partenaire propose. Et de ce fait, l'opinion ne change pas. Mon micro est tombé. J'ai plusieurs choses à vous dire sur cet extrait. C'est juste en fait, cet extrait, c'est un peu une excuse pour d'autres trucs. Parce que le biais de confirmation est probablement le biais le plus connu de tous les biais cognitifs. En gros, le biais de confirmation, c'est quand on va choisir les informations qui confirment ce qu'on croit déjà et mettre de côté ce qu'on ne croit pas. Et ça, c'est possible à cause de ce que je vous ai dit au début. On a des ressources attentionnelles et perceptives limitées, donc on ne peut pas se rappeler de tout. On est tous tout le temps en train de choisir. En anglais, on dit « pay attention ». Et j'aime beaucoup cette expression parce qu'il y a cette notion de dépenser notre attention, le mot « payer ». On est tous tout le temps en train de décider comment est-ce qu'on paye notre attention, comment est-ce qu'on paye notre mémoire. Qu'est-ce qui m'intéresse? De quoi est-ce que je me souviens? Qu'est-ce que je mets de côté? On est tous tout le temps en train de délibérer sur ces choses. Par exemple, là, ça fait je sais pas, une trentaine de minutes que je vous parle et vous ne vous souvenez pas de tout. Et moi, je serais incapable de répéter tout ce que j'ai dit de toute façon aussi. Il y a certaines choses qui vont peut-être vous impacter plus que d'autres. Et dans un monde où on a énormément d'informations, que ce soit par les réseaux sociaux, par Internet, etc., ça devient un peu comme un buffet. Chacun peut aller choisir les informations qui l'arrangent. Et il y aura toujours des informations qui disent tout et son contraire. Et on ne sait pas quel est le poids de ces informations. Je ne sais pas combien d'articles viennent dire que ce truc est important, combien d'articles viennent dire que ce truc n'est pas important. Par exemple, je peux trouver des articles qui disent la meilleure chose qu'un individu peut faire contre le réchauffement climatique, c'est de ne pas manger de viande. Mais je suis sûr que je peux trouver sur Google, si je tape « c'est pas vrai », au moins 1, 2, 3, 4, 5, 10 articles qui peuvent me dire qu'en fait, on s'en fout de la viande. Et vu que j'ai des ressources limitées, je ne peux pas me souvenir de combien d'articles existent dans ce camp pour pouvoir les pondérer. Peut-être qu'il y a 100 000 articles qui disent ça et il y a juste 20 qui disent ce truc. Mais mon biais de confirmation va me permettre de délibérer vers le truc auquel je tendais avant. Et le biais de confirmation vient sous-tendre un autre biais qui est très puissant, qui s'appelle le raisonnement motivé. Le raisonnement motivé, c'est la métaphore que j'aime bien utiliser, parce que je trouve qu'elle marche relativement bien pour expliquer ça. C'est comme si j'ai deux manières de réfléchir. Soit je peux réfléchir comme un détective, je suis les preuves et j'arrive à ma conclusion, soit je peux réfléchir comme un avocat. J'ai la conclusion de mon raisonnement, et parce que mon attention est limitée et ma perception est partiale, je vais choisir les informations et les réarranger pour arriver à la conclusion de mon raisonnement. Et donc, quand je suis en raisonnement motivé, la réalité n'est pas... Les faits ne sont pas très importants, vu que je peux piocher des faits, même s'ils sont anecdotiques, pour prouver ce que je crois déjà. Et donc, si moi je suis dans ce qu'on appelle des choix par défaut, on va faire pas mal de biais pour expliquer cette notion, parce que les biais ne viennent jamais seuls, c'est vraiment des sortes d'engrenages pour sous-tendre une sorte de croyance. Si moi je suis dans un choix par défaut, par exemple je suis habitué parce que je suis dans une culture qui adore la charcuterie, c'est très compliqué pour moi de me dire je vais abandonner ce truc. Je vais aller faire un raisonnement motivé pour me convaincre que ce truc n'est pas très important. Et il y a plein de manières de se donner un peu bonne conscience. Parce que si moi je pense, encore une fois, rappelez-vous que notre trame, c'est cette contradiction entre nos intentions et nos actions. On dit tous que c'est très important et on ne fait rien derrière. Et quand on a des contradictions comme ça, on rentre dans une sorte de clé de voûte de la psychologie humaine qui s'appelle la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est quand j'ai deux croyances qui sont en contradiction, ou une croyance à un comportement, ou deux comportements. Donc moi, je me dis,
Le climat, c'est hyper important. J'ai vraiment envie d'aller faire ces vacances à Los Angeles. Je sais que l'avion n'est pas très bon. Ça me fait une dissonance. Et dès qu'on est en dissonance, il faut qu'on retrouve une consonance. Et les biais de confirmation vont me permettre de retrouver cette consonance. Par exemple, je vais pouvoir sortir de cette dissonance en regardant sur le site d'Air France et voir que je peux payer en arbre le carbone que j'aurais relâché. Genre, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, ça s'appelle en anglais du carbon offset. Je vais aller payer et me dire, ben voilà, genre j'ai pris l'avion, mais on va planter des arbres derrière qui vont transformer le CO2 que l'avion a rejeté en oxygène, et je suis bon. Alors que ce n'est pas du tout vrai. C'est juste un truc de marketing, parce que les arbres, le temps que ça fasse ça, probablement que tout se sera effondré de toute façon. Et il y a des pistes pour tout, pour tous les sujets qui existent, pour que je ne change pas. Je vais me dire, par exemple, je recycle chez moi, donc ce n'est pas grave si je bouffe de la viande 3 fois par semaine. Je vais me demander, est-ce que vraiment c'est à moi de faire le truc? Diffusion de la responsabilité. Mais aussi, parfois, on va arrêter d'essayer parce qu'on croit que c'est plus possible. Parce que nos biais de confirmation fonctionnent d'un point de vue positif, mais nos biais de confirmation peuvent fonctionner aussi d'un point de vue négatif. Par exemple, il y a un état très handicapant psychologique qui s'appelle l'impuissance acquise. L'impuissance acquise, c'est quand j'essaye plus de faire quelque chose parce que ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, on ne peut pas y arriver. Mais je vais vous expliquer vite fait, je pense qu'on a le temps. Je vais vous expliquer vite fait un peu comment on a découvert cet état d'impuissance acquise et combien il est présent chez les humains. C'est pas sympa, c'est dans les années 60, mais du coup on faisait pas mal d'expérimentations animales, mais c'est comme ça. En gros, on va prendre 2 cages et mettre un chien dans chaque cage. On va appeler ça, pour que ça soit simple, le premier chien dans la première cage, le chien A, et le deuxième chien dans la cage B, le chien B. Et les 2 cages sont identiques, et le setup est très simple. Il y a une lumière, il y a un levier, et le sol est électrifié. On peut, en gros, électrocuter les chiens pour leur apprendre quelque chose. C'est un choc électrique qu'on appelle aversif. Les chiens ne vont pas mourir ni avoir des séquelles très graves, c'est juste que c'est pas cool, et ils essayent d'éviter le choc électrique. Et dans les 2 cages qui sont identiques, il y a une seule différence. Dans la cage du chien A, quand la lumière baisse, ça annonce un choc électrique. Le chien ne sait pas quoi faire, il commence à se faire électrocuter, il voit un levier, il appuie dessus. Et pour le chien A, quand il appuie sur le levier, l'électrocution s'arrête. En gros, on veut lui apprendre qu'il peut agir sur le facteur choc électrique. Pour le chien B, c'est la même chose, sauf que pour le chien B, quand il se fait électrocuter, s'il appuie sur le levier, il ne se passe rien. Il continue à se faire électrocuter. Et quand on fait ça sur plusieurs fois, on a ce qu'on appelle un conditionnement. Le chien A sait que quand la lumière baisse, il faut qu'il appuie directement sur le levier pour qu'il évite le choc électrique. Et le chien B, quand la lumière baisse, il sait qu'il ne peut rien faire. Du coup, il couche, il pleure, il attend que ça passe. Et au bout de quelques minutes, le choc électrique s'arrête, il se relève, il continue sa vie. Donc ça, c'est la première phase d'apprentissage. Ce qui est intéressant, c'est dans la deuxième phase, qui est la phase expérimentale, on va prendre les chiens A et B, on va les mettre dans une autre cage qu'ils n'ont jamais vue, et qui est quasiment similaire à la première. La seule différence, c'est qu'il n'y a plus de levier. Et à la place du levier, au milieu de la cage, imaginez que ça c'est la cage, et là on est au milieu, il y a un petit bout de bois qui divise la cage en 2. On va les mettre les chiens dans une moitié de la cage, chaque chien seul évidemment. Et ce que les chiens ne savent pas, c'est que cette moitié de la cage est électrifiée, et cette moitié de la cage, elle n'est pas. On va mettre le chien A dans la première moitié de la cage, la lumière baisse, et le chien A se dit « merde, je vais me faire électrocuter et j'ai plus mon levier ». Mais le chien A se dit que je peux agir dessus. Du coup, il se dit « ok, je vais voir qu'est-ce que je vais faire ». Il commence à se faire électrocuter, il passe de l'autre moitié de la cage, il réalise qu'ici, ça va. À partir de ce moment, à chaque fois que la lumière s'éteint, le chien A va aller à l'autre moitié de la cage. J'imagine que vous savez où est-ce que je vais en venir. Le chien B, on le met dans l'autre moitié de la cage, la lumière baisse. Le chien B n'a aucun problème physiologique, ils peuvent très facilement traverser la cage, tout comme le chien A. On le met dans la première partie de la cage, la lumière baisse, qu'est-ce qu'il fait ? Il se couche, il ne fait rien. Il développe ce qu'on appelle une impuissance acquise. Il a l'opportunité de changer sa situation, qui est quand même assez désagréable, il est en train de se faire électrocuter, mais il n'essaye pas. Il est dans un biais de confirmation, il croit qu'il ne peut pas agir, et du coup ça ne sert à rien d'essayer. Et les personnes qui, pour revenir un peu, pour faire une sorte de loupe aux personnes qui ont de l'éco-anxiété, souvent, les personnes qui ont une éco-anxiété développent aussi une impuissance acquise. C'est des personnes qui souvent sont très engagées, se démènent pour changer d'un point de vue individuel leur comportement, ça ne change rien, et du coup, au bout d'un moment, développent des formes de dépression. L'impuissance acquise est très impliquée dans la dépression, où ils se disent « ça ne sert à rien en fait ce que je fais ». Parce que quoi que je fasse, même si je m'interdis tout, j'achète plus de téléphone portable, j'achète plus d'ordinateur, j'achète que des trucs recyclés, j'achète que des habits utilisés, je ne prends plus l'avion, je ne mange plus de viande, je ne fais pas d'enfants,
la biosphère est encore en train d'être détruite, le climat est encore en train de se réchauffer, on est en train de perdre la banquise, on est en train de perdre les coraux, on a des inondations partout, on a des feux de forêt partout. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça me permet de parler d'une critique un peu de l'explication des biais cognitifs pour le climat. Parce que souvent, on va présenter notre cerveau comme le coupable de notre inaction, mais ce n'est pas vrai. Parce que notre cerveau n'a pas quelque chose d'inhérent qui nous empêche d'agir. Notre cerveau est tout le temps inscrit dans un contexte, et il y a des facteurs systémiques qui sont beaucoup plus importants que les facteurs juste individuels. C'est très dangereux de juste parler des facteurs individuels parce qu'on surresponsabilise l'individu. Et quand on surresponsabilise l'individu, de manière un peu complémentaire, on invisibilise le système. On dit « Ah ouais, si on ne fait rien, c'est à cause d'une zone dans notre cerveau qu'on a vue sur un IRM qui s'active quand on fait ça et qui ne s'active pas quand on fait ci. » Ça, c'est un peu réducteur, c'est un peu simplificateur comme vision. Et c'est important pour moi, en tant que neuroscientifique, de réaliser aussi les limites de ma discipline. Et ça n'explique pas tout, parce qu'il y a des facteurs qui sont beaucoup plus puissants que juste ça. Par exemple, l'impuissance acquise, le fait que même si j'ai tous les comportements vertueux qui existent, je vais juste développer une sorte d'échec permanent qui va m'avoir à l'usure. Et puis, il y a aussi les déterminants économiques. Par exemple, imaginez que moi, je me dis, je ne veux plus manger de burgers, et j'adore les burgers. Et disons que j'adore le McDo. Je vais commencer à manger de la nourriture végane. Mais quand je sors de chez moi, il y a des McDo à chaque coin de rue, et le restaurant vegan est à 10 stations de métro. C'est complètement hypocrite presque, et surtout de mauvaise foi, de dire « Albert, c'est la faute de ton cerveau que tu n'es pas en train de te taper 10 stations de métro à chaque fois que tu veux déjeuner. » L'offre dans laquelle j'agis me pousse énormément à cette consommation-là. Et de la même manière qu'on a des sociétés de protection du consommateur, on devrait avoir des sociétés de protection de nos biais. Et ça existe déjà, par exemple, un exemple très banal. Il y a quelques années, vous avez vu apparaître au supermarché, sous le prix au kilo. Ça, le prix au kilo, c'était pour aider notre rationalité. On n'a pas des sortes de règles de toit en permanence dans notre tête. Et il y avait des marques qui s'amusaient à faire les malins, où par exemple, ils écrivaient sur leur boîte en très grand, en rouge, format familial. Et le format familial était plus cher au kilo que le format pas familial. Donc on a fait une loi. On a dit, les gars, vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez le droit de faire votre marketing un peu mensonger, parce que ce n'est pas vraiment mensonger, il n'y a rien qui dit que le format familial doit être moins cher, mais nous, on va aider le consommateur, on va mettre le prix au kilo. Et donc, on a aussi une responsabilité systémique de donner la chance à notre cerveau d'agir. On ne peut pas juste le blâmer et se dédouaner. Quand moi, je vois des offres que Apple est en train de sortir 4 iPhones chaque année, et qu'il y a une forte désirabilité sociale parce que j'ai 20 ans et j'ai envie de frimer avec mes potes, je peux pas me dire que c'est la faute du cortex cingulate antérieur que ce mec est en train d'acheter l'iPhone, et Apple, eux, ils ne sont pas responsables de rien du tout, d'avoir produit 4 téléphones chaque année. Je peux pas me dire que ce n'est pas la faute de EasyJet de faire des allers-retours Paris-Barcelone alors qu'on se l'appelle, et je vois qu'à Barcelone, il y a plein soleil à 30 €, et de me dire que c'est la faute d'Aurélie parce qu'elle a acheté son billet, parce que son striatum lui a dit que ce n'est pas très important. C'est un peu de mauvaise foi, et c'est important pour moi de le dire, que l'hypothèse que c'est juste notre cerveau qui est incapable d'agir est fallacieuse. Elle est hyper réductrice. Tous ces facteurs sont très importants à prendre en compte, mais il ne faut jamais oublier que nos biais sont contextuels. Et le contexte sociétal, économique, de normes informationnelles dans lesquelles on baigne est primordial sur la manière dont notre cerveau traite ces informations. Et donc venir commencer notre raisonnement à partir de la strate traitement de l'information sans prendre en compte l'information qui est disponible et pas vraiment très honnête intellectuellement. On a encore un dernier extrait qu'on va voir sur quelques solutions qui sont proposées et pourquoi c'est un peu de nouvelles formes de climato-scepticisme, avant de finir notre soirée. C'est quoi nos cadres cognitifs? C'est toutes les représentations, les visions du monde avec lesquelles on vit depuis très longtemps. Par exemple, l'idée que l'humain est supérieur à la nature et que la nature, elle doit être transformée à notre avantage. Et tout ça n'a aucune importance parce que c'est bon pour nous. Dans son cours sur les enjeux climatiques du XXIe siècle à l'Université Paris-Dauphine, Dominique Méda fait remonter notre rapport à la nature
au début de la civilisation judéo-chrétienne. Dans la Genèse, notamment Genèse 1, il est dit que Dieu a demandé aux humains, à Adam et à Ève, de dominer la nature et de l'assujettir, d'assujettir les autres espèces, et finalement transformer la terre sur laquelle ils se trouvent en jardin d'Éden. Les progrès scientifiques et techniques fulgurants des 2 siècles derniers ont depuis procuré à l'homme le vrai pouvoir de transformer la planète et conforter cette toute-puissance qui le pousse aujourd'hui à faire l'autruche devant la menace climatique. Jusqu'à maintenant, le progrès technologique nous a toujours permis de nous tirer de mauvais pas. Il nous a permis de traiter les grandes maladies, les grandes pandémies, alors, y compris celle-ci, en trouvant des vaccins. Donc, je crois que derrière tout ça, il y a la croyance à la puissance du génie humain. Cet extrait illustre un peu un pari un peu fou qu'on fait, que la technique va nous sauver. Parce que la technique nous a sauvés avant, la technique va nous sauver dans le futur. Mais ça, c'est vraiment une sorte de raisonnement circulaire, parce que les Romains avaient aussi une technique. Ça ne les a pas sauvés. Les Mongols avaient aussi une technique. Ça ne les a pas sauvés. Les Grecs avaient aussi une technique. Ça ne les a pas sauvés. Faire le pari que la technique va nous sauver nous permet justement de faire une diffusion de la responsabilité, pas sur les autres, mais sur une sorte de totem magique qui va descendre et nous sauver. Ça frôle presque ce qu'on appelle le scientisme, qui est un peu un gros problème pour nous les scientifiques, qu'une sorte d'intervention fortuite, dont on ignore l'existence, va arriver et nous le permettre. Et on commence à voir ces totems apparaître. Par exemple, il y a 2 mois, je ne sais pas si vous avez suivi, ça n'a pas été très couvert, mais la première usine qui recapture l'oxygène, le CO2 de l'atmosphère et le transforme en oxygène a été inaugurée en Islande. En gros, on a dépensé des millions pour construire un arbre, mais sous forme d'usine. Et c'est vraiment une sorte de métaphore de notre problématique. On aime bien créer des problèmes, les résoudre mal et se dire « voyez, ça marche ». Et cette forme d'abandon à la technique est une forme de nouveau climato-sceptisme. Il y a de moins en moins de gens qui disent « le réchauffement climatique n'existe pas ». Mais il y a de plus en plus de gens qui disent « on n'est pas obligé de faire quelque chose parce qu'on va résoudre le problème de toute façon ». Et ça, c'est tout autant une manière de se déresponsabiliser, de ne pas agir. Et je ne sais pas comment on va résoudre ça, parce que c'est une croyance très très ancrée, parce que l'espèce humaine, en gros, dans mon métier, nous les humains, on est en compétition pour expliquer le monde. Le monde est quelque chose d'ambigu, ça prendrait pas mal de temps pour vous expliquer le pourquoi du comment, mais en gros, on ne sait pas trop quel récit on va se raconter. Et on est une espèce qui aime bien se raconter des récits, et il y a une compétition sur ces récits. Et le récit de la technocratie est un récit très puissant, parce qu'on a éradiqué des maladies, etc. Mais on ne voit pas un peu la face obscure de tout ça. Oui, on a éradiqué des maladies, on a de l'électricité, on a machin, mais on a aussi détruit 50% de la biosphère, on a détruit une grande partie des ressources naturelles, on a pillé une grande partie des ressources naturelles. On a maintenant, pour ceux qui travaillent un peu dans les industries des matières premières, on a un gros problème de pénurie de matières premières. On a un gros problème de fabrication. Maintenant, aux États-Unis, c'est quasiment impossible d'acheter une voiture parce qu'il n'y a plus les puces, en partie à cause de Covid, mais en partie aussi à cause du pillage des ressources limitées qu'on a sur la Terre. Et donc, notre progrès technique vient aussi à un prix. Et la question, c'est est-ce qu'on peut continuer à payer ce prix? Et ce n'est pas du tout mon champ de travail, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est oui ou si c'est non. Moi, mon champ de travail, c'est comment est-ce que cela impacte nos prises de décision. Encore une fois, moi, je suis neuroscientifique et psychologue, je travaille sur le facteur humain. Je ne peux pas vous dire, peut-être qu'on va développer une technologie dont j'ignore l'existence pour résoudre tout ça, mais en attendant, de ce que me disent les chercheurs qui, eux, bossent sur ces trucs, on n'a pas encore cette technologie. Ça a un impact hyper délétère sur les engagements qu'on prend. Parce que si moi je me dis inversement, donc il y a d'un côté l'impuissance acquise dont je vous ai parlé avant cet extrait-là, et de l'autre côté, l'autre face
de ça, ce qu'on appelle l'illusion de connaissance. C'est quand je crois que j'ai compris quelque chose alors que pas vraiment. Et le prix de cette illusion de connaissance dans ce cas-là, si je me dis que moi, je suis certain qu'on va trouver quelque chose, qu'il faut miser sur le génie humain, ben à quoi ça sert que je fasse des efforts? Pourquoi est-ce que je vais me priver de tout ce qu'on a dit, du nouveau iPhone, de nouvelles fringues, de mes voyages, de mes steaks, de faire 10 gosses, etc. Si de toute façon, tout ce problème va être non existant. C'est très dangereux de prendre en compte, de faire ce pari, comme ça un peu à l'aveugle, parce que si les Romains, quand ils ont fait leur pari, leur civilisation s'est effondrée, à l'échelle de l'espèce, c'est pas très grave. Genre que Athènes tombe, ou que Rome s'effondre, ou que l'Empire ottoman se divise, ou que le bloc soviétique s'effondre. Mais le problème, c'est que les chercheurs nous disent que si on perd ce combat-là, c'est l'espèce, et probablement pas seulement juste l'espèce humaine. Quand on dit le réchauffement climatique, il faut qu'on sauve la nature, en fait, il faut qu'on sauve les humains, parce que la planète Terre va bien s'en sortir, et il y aura probablement d'autres formes de vie qui peuvent survivre dans les conditions qu'on aura créées. Mais c'est un peu notre peau qu'on joue. Et est-ce qu'on veut vraiment risquer notre peau sur une technologie encore inexistante, une sorte de mythe de Prométhée qui va nous descendre le feu? Je ne suis pas vraiment sûr. Avant de finir, je veux revenir un peu sur quelque chose que j'ai dit juste avant cet extrait, et j'ai oublié d'en parler, sur cette notion, encore une fois, du système et du cerveau. Toutes ces choses créent ce qu'on appelle un contexte informationnel, et notre cerveau a besoin de créer du sens à partir de tout ça. Et juste parler du cerveau, comme je vous disais, c'est un peu limitant. Ça me fait penser à quand on parle à l'addiction, par exemple, des réseaux sociaux. Quand on dit « Ah oui, les gens sont addicts aux réseaux sociaux parce qu'ils ont des likes » et que ça donne des doses, des shots de dopamine. C'est un peu le même problème que le striatum. Si moi, je suis un ado et je ne suis pas sur TikTok et tous mes potes sont en train de faire la danse TikTok, je suis un peu aussi exclu socialement. Ça n'a rien à voir avec la dopamine. Il y a tous ces facteurs. Et donc, pour répondre à la question « climat, tous biaisés », je pense que oui, on est tous biaisés, mais on n'est pas biaisés à cause de notre cerveau. On est biaisés à cause des modèles, des systèmes concrets. Quand je travaille sur donc, le trait commun entre les différents boulots que je fais, que ce soit en tant que clinicien, en tant que prof à la fac, ou en tant que quand je travaille avec le CSA pour la lutte contre la désinformation en ligne, ou avec le ACT Lab sur le réchauffement climatique, la question qui, moi, m'anime, c'est comment est-ce que j'acquiers de la connaissance? Comment est-ce que je sais ce que je sais? Et comment est-ce que je peux savoir si ce que je sais est de bonne qualité ou pas? On appelle ça le raisonnement critique. Et le raisonnement critique, donc les biais cognitifs et tout ça, chaque règle du jeu, chaque système conditionne comment les humains vont agir. Et donc nos biais ne dépendent pas juste de moi, mais dépendent aussi des règles dans lesquelles je me trouve. Et je pense que la manière, si on va avoir une chance de sortir, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir changer les règles du jeu. Et ces règles du jeu, on n'y a pas tout le temps accès. Et donc je n'ai pas vraiment la réponse à comment on va faire. Désolé, ce n'est pas mon champ de travail. Mais ce que je sais, c'est que on pourrait réécrire cette phrase et au lieu de dire « climat tous biaisés », on pourrait penser ça un peu comme un raisonnement circulaire. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'auto-biaiser en permanence? Et est-ce que ce genre de tous biaisés ne serait pas l'ultime manière de nous déresponsabiliser en disant « c'est pas notre faute, c'est la faute de nos biais cognitifs ». Et c'est important pour moi de réaliser que ce n'est pas le cas. Encore une fois, je n'ai pas vraiment de conclusion à faire, parce que je n'ai pas encore de réponse à comment est-ce qu'on peut combattre le raisonnement, les biais cognitifs dans le climat. Le raisonnement critique, on cherche encore dans les sciences de l'éducation le saint graal de comment est-ce qu'on pourrait avoir moins de biais. Moi, ça fait 15 ans que je travaille sur les biais cognitifs, j'ai autant de biais que vous. Il n'y a pas vraiment de différence. On ne sait pas si c'est possible, parce qu'encore une fois, c'est une sorte de fonction de notre cerveau. Et ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas s'en sortir juste en regardant l'individu. On a besoin un peu de changer les règles du jeu. Comment est-ce qu'on change les règles du jeu? Je ne sais pas, mais j'espère au moins que ça vous donne des pistes pour des personnes qui nous regardent, qui eux savent comment changer les règles du jeu, pour qu'on puisse travailler un peu ensemble pour y arriver. J'espère que c'était intéressant, tout ce que je vous ai dit à 22h jusqu'à 23h du soir. Mais merci beaucoup d'être là. Et je ressors par là. Hop. Merci.